prochain orateur à venir présenter ses résultats. Donc François Tholmes, donc, merci. François Tholmes est ingénieur de recherche et développement au sein du service agronomie, économie et environnement d'Arvalis. Et il va nous présenter aussi un exposé sur le pilotage intégral de la fertilisation azotée et l'intégration en temps réel de l'hétérogénéité parcellaire. Bonjour à tous, merci Sophie pour l'introduction. Donc moi, ce que je vais vous présenter donc, dans le cadre de cet exposé, c'est les travaux qui sont conduits au sein d'Arvalis sur la thématique du pilotage intégral, parce qu'on a développé aussi notre outil qui est qui complète la gamme d'outils de pilotage intégral d'APN. Et comment on a travaillé donc, dans le cadre de ces outils à une spatialisation du conseil de dose pour tenir compte de l'hétérogénéité parcellaire. Alors, en introduction, je vais vous présenter rapidement les principes de l'outil CHN Conduite. Donc, c'est un outil de pilotage intégral qui est soumis aux mêmes règles du coup qu'APN, mais l'approche a été un petit peu différente au sein d'Arvalis. On a voulu construire un outil qui offrait plus d'autonomie à l'utilisateur, qui nécessitait moins de mesures, et donc du coup l'approche a été un petit peu différente. Ce que doit fournir l'utilisateur dans le cadre de CHN Conduite, c'est tous les éléments contextuels donc du coup de sa parcelle, de sa culture, c'est-à-dire donc tout ce qui est information de sol, de position géographique pour accéder au climat, et tout ce qui est itinéraire technique. Cette information, du coup, sert à alimenter un modèle de culture, donc le modèle CHN, développé au sein de l'Institut, qui permet d'accéder en temps réel à un certain nombre de variables agronomiques majeures, donc qui sont déterminantes pour le pilotage de l'azote. Donc ce modèle répond notamment, du coup, au stress hydrique et azoté, pour simuler donc, le développement, la croissance et la nutrition du couvert. Donc l'accès à ces variables agronomiques majeures reste quand même, enfin, leur précision reste dépendante de la précision des données d'entrée fournies par l'utilisateur. Donc du coup, la position qu'on a eue, nous, plutôt que d'envoyer l'agriculteur faire des mesures au champ, c'est de compléter le modèle de culture par des informations de diagnostic plantes, donc acquises par satellite, en temps réel, en cours de campagne. Donc il y a deux ordres d'informations qui sont associé au modèle. C'est une information qui est liée au potentiel de croissance au travers de l'indice foliaire, que j'appellerai LAI dans la suite de la présentation, et une information qui est liée au niveau de nutrition, donc au travers de la concentration en chlorophylle A et B du couvert. Donc une fois que le modèle est mis en œuvre, il nous permet d'accéder à ces variables majeures en temps réel, en tenant compte des stress, sécurisées par des informations satellitaires. Du coup, on applique des règles de décision pour un conseil en temps réel, c'est-à-dire qu'on peut interroger l'outil à tout moment et l'outil va préconiser, du coup, une dose d'apport adaptée donc, au diagnostic, bien sûr, mais surtout à la projection des besoins en azote du couvert. Donc il y a beaucoup d'enjeux qui gravitent autour du pilotage intégral, et donc du coup d'APN et de CHN Conduite. Donc les enjeux ont été plutôt présentés dans l'exposé d'avant. Moi, de mon côté, je vais me focaliser sur une autre problématique, c'est la problématique de temps de calcul. Typiquement, nous, on a pris le parti d'utiliser un modèle de culture qui est assez gourmand en temps, et donc du coup, qui rend complexe la mise en œuvre en intraparcellaire de l'outil pour accéder à un conseil spatialisé. Donc c'est l'objet de ma présentation. Donc l'information d'hétérogénéité, comme je vous disais, nous, elle est introduite dans notre modèle par deux variables, donc le LAI et la chlorophylle, pour lesquelles on dispose en temps réel donc, de séries temporelles acquises par satellite. Le problème, c'est que le profil d'hétérogénéité au sein de la parcelle est souvent complexe. On voit différents gradients, là c'est ce qu'on voit. J'ai l'exemple d'une parcelle sur laquelle je vais m'appuyer tout au long de l'exposé, du coup pour vous exposer les principes méthodologiques de notre approche. Et donc là, au vu des milliers de pixels et donc de combinaisons LAI chlorophylle qu'on a au sein de la parcelle, on ne peut pas envisager en fait une simulation spécifique aux pixels. Donc, on a eu besoin de développer une méthode qui nous permettait de simplifier cette information d'hétérogénéité pour réduire le nombre de simulations nécessaires et pour autant qui permettait d'accéder à un conseil de dose réellement spatialisé, c'est-à-dire qui tenait compte du potentiel de croissance, de l'état de nutrition et de la projection des besoins en tout point de la parcelle. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on vise avec cet algorithme. Donc, cette méthode a été testée donc, sur 6 parcelles qui ont été suivies en 2020. Donc, le pilotage n'a pas du tout été réalisé par la méthode CHN Conduite. C'est vraiment des parcelles pilotage agriculteur.
donc qui sont répartis selon un maillage national et qui permettent du coup d'accéder à une certaine diversité donc, de contextes agro-pédoclimatiques. Toutes ces parcelles ont été bien sûr, pour pouvoir mettre en œuvre la méthode, caractérisées d'un point de vue paramétrage modèle CHN et aussi contours parcellaires pour accéder aux images numériques. Donc, l'algorithme de spatialisation a été mis en œuvre sur chacune de ces parcelles et surtout, donc je le précise, à chaque date où une fertilisation réelle a été appliquée, parce qu'on a considéré que c'était un moment où le couvert avait probablement besoin d'azote, ou en tout cas c'était le moment où on avait le plus de chances de rencontrer un couvert qui avait besoin d'azote, parce qu'un apport donc du coup était réalisé à cette date. Donc tout le déroulé des principes méthodologiques que je vais vous présenter par la suite s'appuie sur un exemple, c'est-à-dire une parcelle, une date de fertilisation donnée, pour vous montrer comment est-ce qu'on a simplifié l'information d'hétérogénéité parcellaire pour accéder à un temps de calcul qui était convenable et être capable donc de proposer une spatialisation du conseil de dose. Alors, en termes de principes méthodologiques, l'algorithme se décompose en différentes étapes. Donc je vais tenter de vous les synthétiser les unes après les autres, donc séquentiellement. La première, c'est de se poser la question du volume d'images numériques exploitables. Donc là, ce qu'on voit, c'est donc la parcelle Garibaldi en 2020. Il y a eu 4 rapports de fertilisants réalisés selon la pratique agriculteur. Et à droite, donc du coup, une série d'images numériques exploitables. Donc à chaque date, on a une carte donc, de LAI et de chlorophylle disponible. Si on se centre sur un apport donné, donc un apport donc, du 13 avril, la première étape est de savoir de quoi on dispose en termes d'images numériques exploitables pour de la spatialisation. Donc cette sélection est faite et on va se concentrer surtout sur la dernière image, donc la plus récente en amont du conseil. Donc là, on dispose du coup d'un couple de cartes numériques, de LAI et de chlorophylle. Pour des raisons de complexité calculatoire et de volume de calcul, on cherche vraiment à réduire pour pouvoir mettre en œuvre cette spatialisation du conseil sur un grand nombre de parcelles à l'avenir. On n'a pas étudié individuellement les cartes de LAI et de chlorophylle, parce que ça aurait été trop gourmand, on pourrait y revenir si ça vous évoque des questions. On a étudié cela au travers de la variable QCAB, qui est en fait le produit de LAI et de chlorophylle, et qui révèle du coup le gradient d'hétérogénéité ou la variance relative donc, du LAI et de la chlorophylle combinée. Une fois qu'on accède à cette carte de QCAB pour la dernière acquisition disponible, l'idée est de se dire quelle est l'hétérogénéité parcellaire et comment la caractériser. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en œuvre donc, du coup, une approche statistique qui se base sur un modèle de mélange gaussien, pour essayer de déterminer différentes populations de pixels qui suivent une loi normale au sein de la parcelle. Autrement dit, combien de gradients d'hétérogénéité j'ai dans ma parcelle et comment est-ce que je les caractérise en termes de distribution de QCAB. Donc cette approche de classification nous permet du coup de positionner spatialement des populations de pixels. Donc c'est sur la carte qui vient d'apparaître à gauche et qu'on considère être homogènes d'un point de vue gradient d'hétérogénéité. Elles n'ont pas la même valeur de QCAB, bien sûr, mais on considère du coup que c'est associé à un gradient d'hétérogénéité conservé. Du coup, dans cet exemple, l'algorithme nous stipule qu'il y a 3 populations de pixels qui suivent probablement une loi normale dans l'hétérogénéité totale, et l'accès à cette information-là nous permet de sélectionner de manière supervisée un nombre de points restreint pour représenter donc, du coup, la distribution de chacune de ces populations. Donc le parti qu'on a pris, c'était de prendre le minimum, le maximum et la médiane de chaque population pour essayer de capter l'intégralité de la variance de la population. Donc dans cet exemple, toute l'hétérogénéité parcellaire est synthétisée au travers donc, du coup, de 7 points, ce que je vais appeler par la suite des points d'intérêt. Ces points d'intérêt, on est capable de les respatialiser, c'est-à-dire de les repositionner sur une carte numérique de QCAB d'origine, pour être capable donc, de récupérer les valeurs historiques donc, de LAI et de chlorophylle dans ces points précis de la parcelle. Donc, comme je disais, voilà, 3 à 9 pixels d'intérêt sont sélectionnés parce qu'en fonction du gradient d'hétérogénéité, on aura plus ou moins de populations identifiées et donc plus ou moins de points nécessaires à utiliser. Donc, 4e point, on les a positionnés spatialement, maintenant, nos points d'intérêt. Donc, l'idée, c'est de récupérer tout l'historique spécifique de chaque pixel, donc de LAI et de chlorophylle. Donc, l'idée, c'est qu'on les prend bien sûr sur la dernière date, mais également sur toutes les dates qui précèdent pour avoir accès à des séries temporelles. Donc là, j'ai l'exemple de 2 points d'intérêt, le premier et le 7e, parmi les 7 retenus. Et à chaque date, donc, du coup, j'ai une valeur d'indice foliaire et de concentration en chlorophylle du couvert. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser comme information pour guider le modèle CHN dans ses préconisations en tout point de la parcelle. Le problème, c'est que le LAI, c'est une variable d'état de notre modèle CHN, par contre, la chlorophylle ne l'est pas. Donc on a besoin d'accéder à une variable intermédiaire qu'on calcule par une approche statistique, par
une fonction qui a été développée en interne au sein d'Arvalis pour convertir l'indice foliaire, la chlorophylle et une notion de stade de développement en quantité d'azote absorbé par le couvert. Donc cette équation a été validée sur un grand nombre de parcelles et fonctionne, et ce qui nous permet du coup d'avoir accès à deux indicateurs qui seront assimilés au MOLED, donc l'indice foliaire et la quantité d'azote absorbé par le couvert. Cinquièmement, maintenant qu'on a toutes ces informations pour chacun des points d'intérêt, des pixels d'intérêt, l'idée est de guider le modèle via les observations. Donc pour ça, on a pris le parti d'utiliser un modèle de régression dynamique qui s'appuie sur les principes du filtre de Kalman et qui permet du coup de guider une dynamique par des points de mesure qui ne sont pas complets, des séries de mesures incomplètes. Donc typiquement, pour l'exemple de 3 points d'intérêt, le 1, le 4 et le 7, on voit que par rapport à la trajectoire noire initiale au modèle, donc tant pour le LAI que pour le QN à droite, qui était bien sûr équivalent en tout point de la parcelle, vu qu'on n'avait pas de gradient d'hétérogénéité, l'ajout de l'information, donc des observations, qui sont les points rouges, nous guide vers une dynamique bleue, qui est la dynamique du coup assimilée au modèle CHN, et c'est ces dynamiques-là qu'il va considérer pour statuer sur le potentiel de croissance de la zone de la parcelle, du pixel, et son besoin en azote. Donc typiquement, on est capable d'assimiler spécifiquement chaque pixel d'intérêt au modèle au travers de l'information plante, LAI et azote absorbé. Sixièmement, une fois que maintenant on est capable de mettre en œuvre donc du coup une simulation à l'échelle de chaque pixel d'intérêt, l'idée est de se dire voilà, il faut accéder au conseil. Donc là, on greffe les règles de décision CHN conduite sur les résultats du modèle de culture CHN pour accéder à une préconisation de dose spécifique à chacun des pixels d'intérêt. Ce qu'on voit sur cette parcelle, déjà, c'est que l'assimilation d'informations hétérogènes en termes d'indice foliaire et de quantité d'azote absorbé conduit, bon, ça semble évident, mais en tout cas c'est le cas, à des conseils de dose qui sont contrastés. C'est-à-dire que mon pixel 1, qui avait un LAI relativement faible, une quantité d'azote absorbé assez faible, a un conseil de dose qui est plus faible que le pixel 7, qui est tout en bas, qui lui, pour le coup, a un indice foliaire beaucoup plus élevé et surtout a absorbé plus d'azote à ce stade-là. Donc c'est là qu'on voit que l'approche mécanique n'est pas une approche mécaniste, n'est pas une approche qui vise simplement à corriger un déficit instantané. Parce que bien sûr, mon pixel 7 était mieux alimenté que mon pixel 1. Néanmoins, son potentiel de croissance et la projection des besoins en azote du couvert futur, qu'on cherche à combler dès aujourd'hui par un apport, selon tous les principes du pilotage intégral et de la méthode CHN conduite aussi, du coup, intègre aussi cette complexité-là. Dernièrement, donc on est quasiment à l'issue de la méthode, puisque pour chacun de nos points d'intérêt, on est capable de construire une relation QCAB, dose d'azote préconisée par notre modèle. Donc bien sûr, on n'a que 7 points sur la parcelle, et l'idée, c'est d'être capable d'extrapoler du coup ce conseil de fertilisation en tout point de la parcelle qui n'ont par définition pas été simulés. Donc des milliers de points pour lesquels on va essayer de proposer une dose sur la base des quelques points qu'on a simulés. Et donc ça, une fois qu'on extrapole du coup ce conseil de fertilisation en tout point de la parcelle, on accède de fait à une carte de conseil de dose spatialisée, dont la définition est équivalente en fait à la définition d'origine de l'image satellitaire. On a mis beaucoup d'hypothèses aux différentes étapes, notamment dans la description du gradient d'hétérogénéité, dans le choix des pixels d'intérêt, dans le volume de simulation qui est extrêmement faible par rapport au volume extrapolé de pixels sur lequel on conseille une dose. Et donc du coup, on s'est servi de ce réseau expérimental de 6 parcelles et de toutes les dates d'apport réalisées par les agriculteurs pour valider cette méthode. Et se poser la question finalement d'accord, mon algorithme me donne un conseil de dose en tout point, mais finalement, si j'avais eu l'opportunité de mettre mon modèle en œuvre en tout point, est-ce que la dose préconisée aurait été la même ou pas? Donc c'est la question à laquelle on a cherché à répondre au travers d'une évaluation en validation croisée, entre guillemets, ou sur pixels indépendants, où, pour chacune des situations, on a mis en œuvre l'algorithme de spatialisation tel que je vous l'ai présenté, mais en parallèle, on a fait un tirage aléatoire de pixels, donc une trentaine de pixels par parcelle, répartis aléatoirement, sur lesquels, du coup, on a mis en œuvre le modèle CHN avec une assimilation spécifique de LAI et chlorophylle sur chacun des pixels. Donc, autrement dit, ce que nous aurait donné le modèle si on avait été capable de mettre en œuvre la méthode en tout point de la parcelle. Et concrètement, donc là sur l'exemple que je vous présente depuis le début, qui est le fil conducteur de ma présentation, ce qu'on voit, c'est que le degré de corrélation est élevé entre la dose qui est estimée au pixel par notre algorithme et la dose qui aurait été préconisée par le modèle, du coup, et surtout que l'incertitude de prédiction est relativement faible. En termes de RMSE, là, on est en dessous de 3 kg d'azote hectare.
Et ça, ce n'est pas spécifique à cette situation-là, c'est-à-dire cet apport dans cette parcelle. C'est bien quelque chose qu'on a observé à l'échelle du réseau. C'est-à-dire que prélever très peu de points et spatialiser finalement le conseil sur la base d'une spatialisation incomplète, c'est-à-dire de quelques points prédits par le modèle plus capteur, nous permet d'avoir une incertitude de prédiction qui est relativement faible. À l'échelle du réseau, en moyenne, on se trompe de 3 kg d'azote hectare dans la préconisation au pixel. Donc c'est relativement faible, ça a toujours été inférieur à 5 kg d'azote hectare. On n'a pas eu une seule situation où la méthode a été mise en défaut, et on considère ce résultat satisfaisant car inférieur à la précision en fait, de la majorité des matériels d'épandage. Donc en termes de conclusion, ce qu'on relève de cette étude, c'est que l'algorithme permet de réduire le volume de calcul dans une enveloppe acceptable. C'est-à-dire qu'on s'était donné une enveloppe de 10 calculs par conseil maximum, on l'a atteint, et d'atteindre des performances satisfaisantes. Donc cette méthode, de fait, par ses résultats, a été récemment implémentée dans l'outil CHN Conduite, ce qui nous permet donc d'avoir accès à un conseil de fertilisation spatialisé pour l'intégralité des conseils de fertilisation, et pas uniquement le dernier, comme le font certains outils de pilotage actuels. Donc bien sûr, sous condition de disponibilité des images. Et enfin, en guise de perspective, on a bien conscience que cette méthode est valable tant qu'on s'intéresse à un diagnostic d'hétérogénéité plante. Par contre, on sait qu'on n'a pas l'élément causal. Et ça peut être une perspective d'amélioration. C'est-à-dire que, pourquoi on a un gradient d'hétérogénéité plante? Ça peut être pour des raisons diverses et variées, mais on peut imaginer que ça puisse être un gradient de réserve utile, un gradient de fourniture d'azote du sol, ou autre. Et si demain, on accédait à grande échelle, du coup, à cette information spatialisée causale de l'hétérogénéité, il faudrait qu'on revoie notre méthode et probablement qu'on ne pourra pas rester sur un système avec si peu de simulation à la parcelle, parce que y aura différents niveaux d'hétérogénéité à considérer. L'hétérogénéité causale qu'on arrive à capturer, qui n'est pas intégrale bien sûr, c'est juste celle qu'on arrivera à récupérer au travers de certaines cartes, et l'hétérogénéité plante, et arriver à maximiser du coup le croisement de ces deux gradients dans notre vision de l'hétérogénéité et dans la projection des besoins. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je tiens à remercier toutes les équipes Arvalis qui ont été impliquées dans ce travail.